Bonjour à tous, je suis le docteur Marc Garnier, je suis le président du comité des référentiels cliniques et avec Alice Blais, la secrétaire du comité des référentiels, nous avons le plaisir de partager avec vous ce petit podcast vidéo pour vous présenter les principales modifications de nos recommandations de pratique professionnelle sur la préconisation d'adaptation de l'offre de soins en anesthésie-réanimation dans le contexte de la pandémie de Covid-19. La SFAR a donc maintenant mis à disposition de façon toute récente une version 2.0 de ces recommandations qui accompagnent notre pratique depuis le printemps 2020 maintenant. Et en quelques mots, pourquoi nous avons publié une nouvelle version? La première raison, c'est que de nouvelles avancées scientifiques et de nouvelles connaissances sur cette maladie à SARS-CoV-2 nous ont permis d'affiner un certain nombre de points et un certain nombre de recommandations. La deuxième chose, c'est que les interventions qui n'avaient pas été totalement rattrapées lors de la seconde vague sont en train d'être rattrapées et que la succession des vagues épidémiques, et bien évidemment, on espère tous qu'il n'y en ait pas de nouvelles après cette deuxième vague de l'automne-hiver 2020-2021, eh bien, entre ces vagues, les situations de tension dans les structures, sur les plateaux interventionnels et dans les blocs opératoires, ont fait qu'on aboutit à des situations un petit peu hétérogènes dans les structures et que ce Covid, au-delà de la première vague du printemps, impacte durablement nos structures et nous avons tenu compte de ça dans cette deuxième version des recommandations. Alors la première chose qu'on voulait partager avec vous dans ce débrief vidéo et pour insister sur les points importants, vous pourrez retrouver l'ensemble des modifications apportées par les experts et le comité des référentiels cliniques de l'ASPAR en bleu marqué sur le texte. Mais la première chose, c'est qu'on voulait repointer ce que les facteurs de surrisque liés à la Covid et les facteurs de surrisque de forme grave et de mortalité si le patient présente une infection à SARS-CoV-2. Et ce travail a été fait et résumé à partir de la littérature par le Haut Conseil de santé publique dans son avis du 29 octobre 2020. Et donc, parmi les facteurs de risque, alors on ne va pas tous les lister puisque vous les voyez s'afficher sur la diapositive et vous les retrouverez in extenso dans le texte de nos recommandations de pratique professionnelle, mais on a pu affiner, grâce aux données de la littérature, le niveau de risque engendré par les facteurs de risque. Et donc, ils sont maintenant classés en facteurs de risque associés à un surrisque significatif, avec un odds ratio associé de sur-risque entre 1 et 3. Donc, c'est tous les facteurs de risque qui sont les facteurs de risque liés à l'âge supérieur à 65 ans, le fait d'être un homme, d'avoir une obésité modérée, etc. On va pas tous les détailler. Des facteurs de risque associés à un surrisque plus important avec un odds ratio de forme grave ou de mortalité si le patient est infecté entre 3 et 5 fois. Et ça, c'est notamment le diabète de type 1, la drépanocytose, les déficits immunitaires sévères et l'insuffisance rénale dialysée. Et puis les facteurs de risque à risque très élevé, avec un autre ratio de mortalité ou de risque de forme grave supérieur à 5, donc vraiment des facteurs qui impactent de façon importante notre réflexion sur la gestion périopératoire de ces malades. Et donc, vous le voyez, des patients plus âgés encore, supérieurs à 70 ans, des patients qui ont des greffes de cellules souches ou des chimiothérapies très aplasiantes, etc., etc. Et donc, il est important d'avoir un petit peu cette notion-là, puisque si le patient combine des facteurs de risque, ou si le patient présente des facteurs de risque de la première colonne tout à gauche ou de la troisième tout à droite, eh bien, ça ne va pas impacter de façon similaire notre réflexion sur la balance bénéfice-risque et la programmation ou le report de la chirurgie de ce malade. Alors, une fois qu'on a un petit peu revu ce préambule, et vous verrez donc encore une fois que dans le texte in extenso, nous avons modifié ça et modifié le chapeau introductif, on va dérouler champ par champ les principales modifications. Je vais céder la parole à Alice qui va nous détailler les principales modifications apportées dans le champ 1 qui concernent la protection des personnels et des patients, et notamment sur l'organisation de la filière et l'utilisation des équipements de protection individuelle. Merci. Donc effectivement, le champ 1, ça concerne la protection des personnels et des patients. On a bien sûr fait ces recommandations en accord avec la société d'hygiène. Donc ces recommandations sont validées par plusieurs sociétés. Donc on rappelle bien évidemment que la désinfection des mains par solution hydroalcoolique est la base. Néanmoins, lorsque les mains sont souillées, il faut les laver à l'eau et au savon. Les mesures générales sont la mise en place systématique d'un masque à usage médical, préférentiellement de type 2, qu'il faut bien sûr correctement porter, donc ajuster sur les ailes du nez et couvrir le nez, la bouche et le menton.
Les mesures de distanciation sociale doivent être appliquées en assurant au minimum une distance d'1 à 2 mètres entre les personnels dans les moments où le port du masque n'est pas possible, et également entre les patients, on va le voir dans les structures de soins. La désinfection des surfaces doit être régulière et avec les produits appropriés. Vous les trouverez cités dans les argumentaires. Et l'aération des locaux, quand elle est possible, doit également être faite de manière régulière. Bien sûr, ces mesures vont être actualisées et feront l'objet de formations régulières pour le personnel. En ce qui concerne le champ spécifique au bloc opératoire, les experts ont tenu à rappeler que quel que soit le statut du patient, Covid positif ou non, il faut porter un masque FFP2 et un écran facial, ou alors à défaut des lunettes de protection occlusive, lorsqu'on touche aux voies aériennes, et également des gants stériles mais à usage unique recouvrant les manches. Concernant les gants, on rappelle qu'il faut les porter selon les précautions standards, c'est-à-dire lorsque vous êtes en contact avec des fluides biologiques. En dehors de ça, s'il n'y a pas de contact avec un fluide biologique ou de gestion des voies aériennes, l'usage des gants est celle qui est recommandée habituellement. Si on se place en soins critiques, les experts ont suggéré de réaliser une PCR à SARS-CoV-2 chez tous les patients qui entrent en soins critiques, si jamais ce résultat n'était pas disponible dans les 72 heures qui précédaient son admission. Lorsque le patient est intubé, il faut privilégier un prélèvement trachéobronchique afin de limiter le risque de contamination pour les soignants, et notamment les contaminations nosocomiales également pour les autres patients de l'unité. Le champ 2 concernait les bénéfices-risques de l'indication opératoire et l'information du patient. La principale modification que nous avons apportée à ce champ est l'ajout dans l'évaluation du bénéfice-risque pour le patient avec les risques liés au patient, l'ajout d'un score de fragilité clinique. Vous trouverez un exemple de score de fragilité clinique dans le texte avec les recommandations. Je ne vais pas le détailler ici, mais il prend en compte à la fois la forme du patient, sa vulnérabilité et ses comorbidités. Donc, c'est un outil qui va être très important pour évaluer le risque et le bénéfice pour nos patients, pour privilégier les indications opératoires dans cette période de tension de soins. Je vais laisser la parole au professeur Garnier pour le champ numéro 3 avec le bilan préopératoire et la décision vis-à-vis de la chirurgie et les nouvelles implications de ces nouvelles recommandations. Oui, merci Alice. Et effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu viens de nous dire, on a inclus donc, ce score de fragilité clinique dont la version française a été validée, et vous avez la référence bibliographique, parce que des études ont montré, et notamment dans le contexte périopératoire et de soins critiques, que plus que l'âge physiologique du malade, alors on a vu que c'était un facteur de risque ajouté, mais on a vu que le pronostic de malade qui faisait des formes, et notamment des formes graves de SARS-CoV-2, d'infection à SARS-CoV-2, eh bien, le pronostic était plus directement lié à ce score de fragilité clinique, au score de fragilité clinique du patient, qu'à son âge physiologique. Et donc, lorsque vous avez en consultation un malade pour lequel vous allez devoir peser la balance bénéfice-risque, a fortiori en tas de chirurgie, on va dire, dont l'indication est discutable et dont le report peut s'envisager au moins de l'ordre de 15 jours, 3 semaines, eh bien, certes, on va tenir compte de son âge, mais on va tenir compte aussi de sa fragilité clinique. Si votre patient est en très bonne forme, on ne prendra pas forcément les mêmes décisions que même si le patient était un peu plus jeune, mais avec un alitement, par exemple, prolongé ou un score de fragilité clinique à 6 ou 7. Alors, je vais effectivement donc enchaîner sur le champ 3. Il y a eu beaucoup de remaniements sur ce champ. Je redis, peut-être que pour insister un petit peu sur ce qu'on a dit en préambule, vous avez ici les principales modifications. L'ensemble des recommandations, vous le trouvez dans le texte in extenso, et on fait apparaître en bleu les modifications ainsi que les nouvelles recommandations. Alice vous en a présenté une sur les soins critiques avec la réalisation systématique de la RT-PCR pour protéger le personnel et des contaminations nosocomiales des autres patients. Et bien, dans le champ 3, nous avons aussi rajouté une recommandation qui est la nouvelle recommandation 3.5 et qui est assez importante puisqu'elle suggère que chaque structure, chaque service d'anesthésie-réanimation doit organiser un circuit pérenne de prélèvement nasopharyngé et de réalisation de RT-PCR SARS-CoV-2, soit au sein de sa structure si elle dispose d'un laboratoire de virologie, ou en partenariat avec des laboratoires extérieurs si vous n'en disposez pas dans votre hôpital ou votre clinique, et ceci pour permettre d'avoir, avant l'intervention, le résultat de la PCR,
qui sera réalisé idéalement dans les 24 heures, et on insiste sur le fait que ce délai soit le plus bref possible avant la chirurgie, et au maximum dans les 72 heures. Ça, on va dire que c'est pour les patients qui seraient opérés un lundi et pour lesquels on les ferait aller au laboratoire pour le prélèvement le vendredi, mais c'est vraiment le délai maximal. Et pour qu'on obtienne ce résultat avant la chirurgie, et on insiste sur le fait que le résultat doit être rendu conforme aux recommandations de la Société française de microbiologie, qui est donc la société tutelle de ces laboratoires. Alors l'objectif de cette recommandation, en fait, vous lirez bien l'argumentaire, tout y est expliqué de façon très claire. J'insiste sur les 4 objectifs de cette recommandation. Cette recommandation a pour but que votre structure contractualise avec ce laboratoire 4 choses. La première chose, c'est la réalisation d'une PCR et non d'un test antigénique. On a introduit une annexe, on a introduit un petit paragraphe dans l'argumentaire sur la place des tests antigéniques. Et honnêtement, dans le contexte périopératoire, a fortiori chez les malades asymptomatiques, ce n'est vraiment pas du tout la place des tests antigéniques qui ont des défauts de sensibilité. Et donc, nous, quand on envoie un malade se faire prélever en préopératoire pour savoir si on peut réaliser la chirurgie ou si elle doit être faite dans un circuit Covid ou non Covid, on veut une PCR. La deuxième chose, c'est qu'il faut contractualiser avec votre laboratoire que la PCR soit faite sur un écouvillon nasopharyngé. À ce jour, on ne veut pas de résultats faits sur un écouvillon salivaire ou sur un écouvillon oropharyngé. La troisième chose, c'est qu'il faut que vous contractualisiez avec votre laboratoire, que ce laboratoire priorise les malades devant être opérés. Alors bien évidemment, pas au détriment de malades symptomatiques dont on aurait besoin d'avoir les résultats, mais dans l'ensemble de la patientèle asymptomatique de ce laboratoire, il faut que les malades devant être opérés soient priorisés pour que les délais de rendu puissent être compatibles avec cette recommandation d'avoir un résultat le jour de la chirurgie sur un écouvillon réalisé 24, maximum 72 heures avant la chirurgie. Il ne s'agit pas que votre malade à qui vous allez demander une PCR préopératoire soit programmé, on va dire 96 heures ou 7 jours ou 10 jours avant sa chirurgie, parce qu'il rentrerait dans le flot de tous les patients asymptomatiques que le labo a traités. Et la quatrième chose, c'est donc qu'on exige que ce laboratoire vous rende les résultats comme la Société française de microbiologie le recommande dans son avis de septembre 2020. Et ça, c'est extrêmement important puisqu'on a inclus cette notion dans les algorithmes qu'on va voir juste après, avec un résultat qui doit être rendu en résultat positif, négatif ou positif faible. On sait maintenant qu'il y a des patients qui gardent, après un Covid qui soit symptomatique ou asymptomatique, une trace d'ARN au niveau nasopharyngé de façon prolongée, parfois jusqu'à plusieurs semaines, et que probablement, très probablement, ces traces d'ARN à des inoculums plutôt faibles qui font que les PCR sont positives faiblement, très tardivement dans les cycles de PCR. Ces malades sont probablement non contagieux et encourent peu de risques. Et donc, on a besoin d'introduire ce distinguo et cette notion pour savoir comment traiter ces malades, que ce soit pour une chirurgie programmée ou dans le nouvel algorithme qu'on va voir juste après, qui est d'une chirurgie qui aurait déjà été reportée une fois. Donc, si justement on va à l'algorithme de la chirurgie programmée, donc vous reconnaîtrez un algorithme que vous avez sans doute déjà vu et dont vous vous servez déjà peut-être. Il y a 3 principales différences. La première, elle est tout en haut à gauche, dans le cadre bleu qui apparaît maintenant. Elle est, et on le reverra un petit peu après, Alice nous en parlera dans le champ 6, qui est que si dans votre structure, vous hospitalisez les malades dans des chambres doubles, eh bien pour protéger les patients de contamination nosocomiale, à ce moment-là, en dehors de toute décision de PCR préopératoire liée à l'algorithme de la chirurgie dont le malade va bénéficier, eh bien dans ce cas-là, s'il est en chambre double, on se pose pas de questions et on va réaliser une PCR préopératoire. Premier ajout dans cet algorithme. Le deuxième ajout, c'est que nous avons retravaillé et un tout petit peu modifié les délais de report de la chirurgie qui apparaissent ici dans les cadres bleus et qui ont été harmonisés dans l'ensemble de la suite du texte de nos recommandations de pratique professionnelle. Donc, nous avons été volontairement au-delà de ce que le Haut Conseil de santé publique recommande comme des périodes d'éviction pour les professionnels qui auraient eu un Covid ou pour les patients et pour le cohorting et la protection et l'isolement respiratoire, l'isolement gouttelette des patients. Et donc, ceci est fait de façon sciemment. Vous verrez dans l'argumentaire de cette recommandation pourquoi nous avons fait tout ça. Et nous prenons une petite marge supplémentaire, et cette petite marge supplémentaire a été validée par les autres sociétés savantes dont la FS2H, la Société d'hygiène hospitalière. Et donc, le report est de 2 semaines pour les patients qui font une forme de Covid standard et qui ne sont pas immunodéprimés et qui ne sont pas âgés. Et le report est de 3 semaines pour les patients qui sont immunodéprimés, chez qui la persistance virale et l'excrétion virale de virus infectants est probablement un petit peu plus longue, en tout cas chez certains patients. Deuxièmement, si le patient a fait une forme sévère de Covid pour la même raison.
Et troisièmement, si le patient est âgé de plus de 65 ans, à nouveau pour la même raison. Et ça, c'est un élément nouveau dans cette version des recommandations. Et puis la troisième chose qui apparaît ici dans les cadres bleus aussi à nouveau, c'est, comme je vous l'ai dit, le fait de tenir compte du degré de positivité de la PCR. Alors si votre patient est symptomatique, on est sur la partie gauche de l'algorithme, ce qui indique une PCR Covid, hein, toujours avec l'auto-questionnaire qui, lui, n'a pas changé. Les données de la science n'ont pas nécessité qu'on change ce questionnaire qui est assez implanté dans les structures. Eh bien, si le patient est symptomatique, on va considérer qu'un résultat positif faible ou qu'un résultat positif a la même valeur et on reportera la chirurgie. Par contre, si on est sur la partie droite de l'algorithme, si le patient est asymptomatique et qu'il relève d'une PCR Covid parce qu'il a une chirurgie à haut risque d'aérosolisation ou une chirurgie majeure à risque de complications pulmonaires post-opératoires, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire que maintenant, on commence à avoir un certain niveau de preuve dans la littérature pour que l'hypothèse qu'on émettait lors de la première vague que faire un Covid en plus d'une inflammation systémique et une chirurgie lourde n'était probablement pas très bon. On sait aujourd'hui qu'effectivement, le risque est cumulatif, c'est montré pour plusieurs types de chirurgie, y compris même la chirurgie orthopédique du membre inférieur. Donc vraiment, si le malade a une chirurgie qu'on considère comme majeure, il est important de savoir s'il est porteur de virus, parce que s'il fait une forme respiratoire symptomatique en post-opératoire, on ajoutera de sa morbimortalité. Donc du coup, si le patient est asymptomatique et qu'il relève de la PCR, il va falloir tenir compte du résultat. Positif, complètement positif selon les recommandations de la Société française de microbio, on reporte la chirurgie. Négative, totalement négative, pas de problème, on autorise l'intervention. Et si le patient a une PCR faiblement positive, à ce moment-là, il va falloir qu'on se pose une question supplémentaire et qu'on la pose au patient. Le patient a-t-il eu une infection Covid dans le mois précédent? Si oui, il est à ce moment-là possible et même très probable que cette PCR faiblement positive soit une trace, une persistance d'un peu d'ARN dans son nasopharynx et qu'à ce moment-là, il n'y a pas lieu de reporter la chirurgie ni de la réaliser dans un circuit Covid. Et probablement, on est face, encore une fois, comme je le disais, non pas du virus infectant, mais une petite trace de la maladie qu'il y a eu dans le mois précédent. Et donc, on rejoint la partie tout à droite de l'algorithme, on va vers l'intervention. Par contre, si le patient n'a pas eu d'infection à SARS-CoV-2 dans le mois précédent, à ce moment-là, on ne peut pas exclure que le patient soit en train de commencer une infection et que dans 48 heures, il devienne symptomatique, et auquel cas, il ne faut pas réaliser la chirurgie et la reporter. Vous trouverez un nouvel algorithme qui est l'algorithme de la chirurgie reportée. Le but d'avoir fait cet algorithme est de faciliter et d'autoriser un maximum de chirurgie, donc pour que les patients puissent être opérés, que les structures puissent tourner. Sur le même raisonnement, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de patients qui avaient été reportés, et on n'avait pas forcément rencontré de façon fréquente cette situation clinique, et c'est pour ça que dans les précédentes versions, nous n'avions pas fait cet algorithme. Un certain nombre de patients qui avaient un report de la chirurgie se représentaient après la période de report et relevaient à nouveau de la PCR et avaient des PCR toujours positifs, ce qui embêtait beaucoup les structures, les anesthésistes, les chirurgiens et in fine derrière les patients, parce qu'on ne savait pas bien quoi en faire. Eh bien ici, nous avons considéré deux situations. Alors, à droite de l'algorithme, si le patient est toujours symptomatique, là, les choses sont assez simples, où la chirurgie est à nouveau reportable et on va la reporter à ce moment-là jusqu'à ce qu'il devienne totalement asymptomatique qu'on considère guéri, très bien. Et si la chirurgie n'est pas reportable une deuxième fois parce que le délai est trop long par rapport à la balance bénéfice-risque, notamment si c'est de la chirurgie carcinologique, eh bien à ce moment-là, si le patient est toujours symptomatique et qu'on doit vraiment l'opérer, eh bien on réalisera l'intervention, et des risques de morbimortalité, on préviendra tout le monde, y compris le patient, surtout avant tout le patient, et on réalisera l'intervention dans un circuit Covid. Très bien. Si le patient, à gauche de l'algorithme, est devenu asymptomatique au-delà de sa période de report, je le répète, de 2 semaines pour tous les patients, en dehors des patients immunodéprimés ayant fait une forme grave ou âgés de plus de 65 ans, chez qui le report est de 3 semaines, eh bien, si à l'issue de cette période de report, le patient est asymptomatique, pour toutes les chirurgies qui ne sont pas à risque d'aérosolisation, toutes, y compris les chirurgies majeures, à ce moment-là, on ne refait pas de contrôle de PCR. On considère que cette période de report, avec la petite marge que nous avons prise par rapport aux recommandations du Haut Conseil de santé publique, est suffisante pour dire que le malade n'est plus à risque contagieux et donc on va à l'intervention en circuit conventionnel. Et pour le sous-groupe de malades qui va avoir une chirurgie à risque d'aérosolisation, du fait du sur-risque pour le personnel qu'engendre cette chirurgie aérosolisante, on prend dans ce cas-là, mais donc qui va représenter une minorité d'intervention, une marge supplémentaire et on recontrôle la PCR. 3 situations, la PCR est négative, à ce moment-là, pas de problème, intervention en circuit conventionnel. La PCR est positive, dite positive, donc fortement positive quelque part,
Et à ce moment-là, on rebascule sur la partie droite de l'algorithme puisque la chirurgie est à nouveau reportable. Et si la PCR est faiblement positive, le patient ayant été une première fois reporté puisqu'il avait eu une PCR positive dans l'algorithme précédent, eh bien à nouveau, on considère que là, c'est donc une trace, donc plus une situation de portage de virus infectant. On va donc pouvoir autoriser l'intervention dans un circuit conventionnel. Donc vous voyez que ceci a vraiment pour but, tout en laissant une sécurité pour le personnel, de favoriser la chirurgie et le bon déroulé finalement des opérations des patients qui en ont besoin et qui ont déjà été reportés et qui attendent depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois de pouvoir avoir été reprogrammés. Un dernier mot sur l'algorithme de chirurgie urgente, vous le retrouverez aussi. Lui n'a pas changé. Il n'y a pas eu besoin, hein, il était assez adapté et le fait que la chirurgie soit en urgence, de toute façon, implique que la chirurgie doit être réalisée. Et donc, l'algorithme est similaire à celui que vous connaissez déjà. Un petit mot sur le champ 4 qui n'a quasiment pas changé non plus. À ce jour, toutes les modalités réglementaires qui encadrent la consultation, bien sûr, mais également la téléconsultation n'ont pas changé. Et donc, vous retrouverez l'algorithme résumant tout ce qui est énoncé comme recommandation dans ce champ 4. La seule chose qui a changé dans cet algorithme, c'est la période de report. Je vous l'ai dit, on a harmonisé ça avec tout ce qui avait été préconisé et expliqué dans le champ 3. Donc, je le redis une fois supplémentaire, de 2 semaines pour les patients standards et de 3 semaines pour les patients immunodéprimés ayant fait une forme grave ou âgés de plus de 65 ans. Je vais céder la parole à Alice qui va vous détailler maintenant les principales modifications des champs 5 à 7 avant de conclure ce petit débrief vidéo. Merci Marc. Donc, le champ 5 concernait les modalités d'anesthésie et d'analgésie. Comme vous le savez, il y a pu avoir des tensions lors de la première vague sur les médicaments, notamment hypnotiques et curares. Il y a eu donc notamment des dotations d'État pour certains de ces médicaments. Il est donc fondamental de voir avec votre pharmacien, même si aujourd'hui il n'y a plus les mêmes tensions, de voir les stocks disponibles dans votre établissement pour pouvoir en conséquence assurer des interventions en toute sécurité pour les patients. Et notamment, il y a encore des médicaments qui sont soit de concentration inhabituelle, soit avec des libellés en langue étrangère. Donc, il est important de prévenir les erreurs médicamenteuses encore plus qu'habituellement. Et il est fondamental de vous mettre en lien avec votre pharmacien pour gérer les stocks de façon optimale pour ces médicaments. Au début de la pandémie, vous le savez, il y a pu avoir des incertitudes concernant la prescription d'AINS pour les patients en post-opératoire atteints de Covid-19. Il y a plusieurs cohortes nationales qui ont été réalisées sur le sujet. Les résultats sont discordants entre les cohortes. On ne peut pas affirmer qu'il y a un lien, néanmoins, le principe de précaution prévaut et il est probablement judicieux d'éviter les AINS en période post-opératoire chez les patients Covid positifs. Concernant la thromboprophylaxie post-opératoire, donc vous savez, les patients qui sont Covid-19 sont à plus haut risque de thrombose. Néanmoins, dans le contexte de pandémie à Covid-19, les stratégies habituelles de thromboprophylaxie post-opératoire doivent être appliquées. Et dans l'évaluation du risque de votre patient qui va bénéficier d'une intervention chirurgicale, il faut bien sûr inclure le risque thromboembolique lié à l'infection Covid-19. Néanmoins, en dehors de ce risque spécifique, les stratégies habituelles vont s'appliquer. Le champ 6 concernait l'application des circuits dédiés, donc un circuit pour les patients Covid positifs et un circuit pour les patients non Covid. Il est bien évidemment toujours d'actualité dans cette période de pandémie. Les patients doivent être pris en charge dès l'entrée au bloc opératoire et jusqu'à la sortie du bloc opératoire ou des soins critiques dans des circuits qui doivent être dédiés. Ces circuits doivent bien évidemment être sécurisés avec les mesures de protection adéquates pour les patients et pour les personnels soignants qu'on a vu au niveau du champ 1. Ces circuits doivent être identifiés afin de minimiser bien sûr le risque de contamination entre les 10 circuits et il doit être dimensionné afin de limiter bien sûr les croisements entre ces deux circuits. Enfin, pour le post-opératoire, une filière spécifique pour les patients Covid positifs et une filière spécifique pour les patients Covid non Covid doit être adaptée et en particulier en ce qui concerne les soins critiques. Donc, ça demande une coordination avec les différentes structures
de l'établissement pour les soins critiques et non critiques. Une nouvelle recommandation a été ajoutée, c'est la recommandation 6.2, qui préconise d'anticiper les besoins en soins critiques, notamment pour les patients Covid positifs, et donc de prévoir avant l'intervention, en cas de décompensation ou d'aggravation liée à l'infection à SARS-CoV-2, d'anticiper la prise en charge donc de ce lit en soins critiques et donc d'interagir avec montée de soins critiques de façon encore plus rapprochée qu'habituellement. En ce qui concerne le circuit dédié pour les patients Covid positifs, on a ajouté plusieurs recommandations. La première, c'est qu'on suggère de regrouper les patients Covid positifs dans un même secteur, si c'est possible, pour limiter le risque de contamination, bien sûr, à la fois entre les patients, mais aussi avec le personnel soignant. Donc, faire un secteur limité géographiquement lorsque c'est possible. Idéalement, il faut isoler les patients Covid positifs dans des chambres à pression négative. Néanmoins, nos structures hospitalières ne le permettent pas toujours. Donc, à défaut, il faut privilégier dans ce cas-là des chambres à pression nulle, à condition bien sûr de maintenir la porte de la chambre fermée, de respecter les mesures barrières et les gestes d'hygiène courants, d'aérer régulièrement la chambre et de délimiter devant la chambre un espace pour le déshabillage et l'habillage des personnels qui vont rentrer dans ces chambres. Tout ceci est fait bien sûr pour limiter le risque de contamination au sein de la structure. Pour les patients qui sont non Covid, l'ajout qu'on a réalisé, c'est que même si ces patients ne relèvent pas en préopératoire d'une PCR à SARS-CoV-2, s'ils sont hospitalisés en chambre double, et ce, quelle que soit leur symptomatologie, alors on préconise de réaliser une PCR à SARS-CoV-2 pour prévenir bien sûr les risques de contamination éventuelle. Enfin, la dernière partie de ces recommandations pour la pratique clinique des professionnels portait sur le champ 7. Le champ 7 concernait la gestion de l'activité en période des tensions des plateaux interventionnels à cause de la pandémie Covid-19. Car si on est impacté pendant le pic épidémique, pendant les vagues, avec bien sûr une réorganisation de l'activité chirurgicale, on a également un impact lors du déconfinement entre les vagues, puisqu'il faut gérer tous les patients qui ont été reportés et qu'il faut maintenant prendre en charge. Pour gérer dans ces périodes de tension, à la fois pendant le pic épidémique et lors des périodes de déconfinement, il faut mettre en place dans votre établissement une cellule de régulation de l'activité chirurgicale. Cette cellule est multidisciplinaire. Elle comporte au minimum un anesthésiste réanimateur, un chirurgien et un régulateur de bloc opératoire. Cette cellule de régulation est fondamentale car c'est elle qui va faire le lien avec les organismes de tutelle, l'ARS et la direction de votre établissement. Elle va également être en lien, bien sûr, avec l'évaluation préopératoire à la fois chirurgicale et d'anesthésie-réanimation. Elle va avoir l'information sur les ressources post-opératoires, aussi bien en secteur critique que non critique, à la fois avec les circuits dédiés pour les patients Covid positifs et les patients non Covid. Et enfin, elle va être en lien avec les services support et en particulier avec l'équipe opérationnelle d'hygiène qui va permettre de former les personnels, de vérifier que les procédures soient bien appliquées pour protéger à la fois les patients et le personnel soignant. Dans le champ 7, vous trouverez également en annexe un tableau par spécialité chirurgicale et interventionnelle qui récapitule les priorisations émises par chacune de ces sociétés savantes avec le lien hypertexte qui vous renverra directement aux recommandations de ces sociétés afin de vous aider à prioriser avec la cellule de régulation de votre établissement les interventions des patients soit en cours, soit qui auraient été reportées lors des précédentes vagues. Je vais laisser maintenant Marc conclure. Donc, nous sommes arrivés un petit peu au-delà de, donc, à l'issue des principales modifications. On a balayé rapidement les 7 champs. Bien entendu, je le redis, vous avez l'intégralité du texte et des recommandations. On a essayé de faire vraiment un travail aussi de priorisation et on a gardé dans cette version 67 recommandations, ce qui fait quasiment une vingtaine de moins que dans la version précédente, et notamment avec la disparition de toutes les recommandations qui étaient liées aux tensions sur les médicaments, comme tu en as parlé, les médicaments hypnotiques et les curares notamment. Et c'est vrai que l'ensemble de ces recommandations nous semblent importantes. Il y en a pas vraiment à prioriser plus que d'autres. Bien sûr,
L'adaptation locale est toujours possible, hein, bien évidemment, si de façon concertée avec vos équipes chirurgicales, vos équipes d'hygiène, les équipes de médecins interventionnistes et autres, vous avez des algorithmes différents ou des procédures différentes, elles prévalent sur ces recommandations qui ont pour but simplement d'aider à guider vos pratiques. Alors, malheureusement, il est tout à fait probable qu'on se revoie pour des nouvelles versions. Alors, on peut être très optimiste et je le souhaite et je crois que tout le monde le souhaite aujourd'hui, et qui seront peut-être simplement des réactualisations tenant compte dans les algorithmes de la vaccination de nos patients, peut-être donc demain après vaccination de sérologie et de témoins d'immunité. Et j'ose espérer que ça clôturera avec une dernière version CRPP sur l'adaptation de l'offre d'anesthésie et réanimation en période Covid. Et puis si malheureusement ça ne devait pas être le cas tout de suite, eh bien sachez que la SFAR sera à nouveau là pour eh bien, vous proposer des versions actualisées. Vous avez vu et vous verrez en lisant le texte que nous avons essayé de coller au plus près à la fois aux attentes de terrain de nos collègues et aux données qui évoluent sans cesse de la science et de connaissances sur cette maladie. Euh, Sachez qu'on est aussi là à disposition si ces recommandations ou l'adaptation de ces recommandations de vos structures pose problème. La SFAR est là aussi pour vous répondre. Sollicitez-les par les médias habituels, par le site internet, par le formulaire de contact. On essaiera de répondre et d'éclaircir des points qui ne le seraient pas. Et puis j'en profite et je ne peux pas résister pour vous encourager aussi à faire vivre la vie un peu démocratique de votre société. Nous lançons à chaque fin de débrief vidéo, et celui-ci ne fait pas exception, un appel à tous les membres de la SFAR qui voudraient voir traiter par nos experts, par notre société savante, sous l'égide de notre comité des référentiels cliniques, des recommandations sur un sujet ou un autre. N'hésitez pas à nous interpeller, à nous contacter pour dire que vous aimeriez voir réactualiser une vieille RFE ou traiter une RFE sur une nouvelle pratique ou sur une thématique qui n'aurait pas encore été abordée. En attendant, avec Alice et avec l'ensemble des membres du CRC de la SFAR et de la SFAR, nous vous souhaitons un grand courage pour continuer à prendre en charge nos patients dans cette période qui est encore un peu tendue. À bientôt.